Dans ce hall d'exposition, il a représenté une peinture murale d'une danse traditionnelle appelée la Hora du village, soit la ronde du village. L'auteur en est Hamuraro. Jadis, on se réunissait au centre du village, un espace plus large et plus propre, dédié à la rencontre. Selon la tradition, c'était les gares qui organisaient les Hora. Ils collectaient de l'argent, faisaient venir des musiciens et les payants pour jouer pendant ces fêtes foraines. De leur côté, les jeunes filles étaient exemptées de tout paiement et ne devaient qu'organiser le repas pour les musiciens. On organisait cette hora obligatoire par an pour les grandes fêtes telles le Noël, le Saint-Basile, l'Épiphanie, les Pâques, la Pentecôte, l'Ascension, la fête patronale du village. Les auras commençaient à midi après la fin du service divin à l'église et se terminaient vers le coucher du soleil. Ces fêtes foraines réunissaient les gares et les jeunes filles, les jeunes mariés. Les personnes âgées et les enfants se joignaient eux aussi à la procession, chacun dansait dans son cercle à soi. Les gares et les jeunes filles avaient le droit de danser la hora le jour de leur 6e anniversaire. Ce rituel se passait à Noël ou le jour de la Saint-Basile, avec tous les honneurs. On chantait gravement un chant pour honorer les gares. On les soulevait et ils offraient du vin à chacun. Si le gars ignorait la coutume et se lançait seul dans la hora, sans le consentement du groupe de gares, il était sanctionné le jour même. À la fin de la hora, on l'attrapait et on lui faisait boire un seau d'eau salée. Le lendemain, le coupable offrait en signe de réconciliation un seau de vin à groupe de gares qu'il devait intégrer, après quoi le rite de passage était considéré comme étant accompli. Généralement, c'était les gares qui entamaient la première danse. Ensuite, lors de la deuxième danse, c'était les filles qui les joignaient. Elles ne dansaient que si elles étaient invitées par les gares et devaient danser avec tous les gares qui les invitaient. Si la fille leur adressait la parole d'une manière brusque ou refusait de danser, on la faisait sortir de la danse au son de la musique et elle était renvoyée chez elle. La participation à la hora faisait découvrir aux jeunes une nouvelle identité. Ils étaient perçus et acceptés comme des adultes, des personnes responsables. La hora du village était une fête foraine où l'on dansait des danses traditionnelles. Celle-ci contribuait à la socialisation organisationnelle de la jeunesse, au renforcement du système de valeurs, à la transmission de l'expérience sociale et culturelle d'une génération à l'autre. C'est dans ce contexte qu'au fil du temps s'est développée la musique et des danses traditionnelles qui constituent une richesse transmise à travers les générations. Lors de la hora du village, les villageois mettaient leurs plus beaux habits. Le costume traditionnel moldave fait partie de la diversité du costume roumain, ayant une place d'honneur dans le gala des costumes traditionnels des peuples du monde. De gauche à droite, il a exposé en demi-cercle 13 habits de fêtes représentatives de notre espace culturel datant du 19e, 20e siècle. Les 3 premières pièces provenant du Nord, ce sont 2 costumes d'été pour femmes et un costume d'hiver pour hommes. Le suivant, c'est un costume pour homme et l'autre pour femme de Kamenka. Le 6e est un costume pour homme de la région centrale. Le 7e est un costume du jeune marié et le 8e, un habit de fête pour femme de la région de Tchernevtsi. Le numéro 9 présente un costume pour femme de la collection du musée du Zemstvo. Le numéro 10 et 11 sont des costumes bulgares pour femmes et hommes. Le numéro 12 est un costume traditionnel pour femmes du district de Vulcanești. Le dernier costume exposé est un costume gagauz pour femmes de Comrat. Le costume national moldave est sobre, plein de couleurs et d'éclat, mettant en valeur toutes les étapes et tous les aspects de la vie humaine, la jeunesse et la vieillesse, la joie et la tristesse, mais aussi les moments les plus significatifs de la vie en famille. La naissance d'un enfant, le baptême et le repas de fête qui suit, appelé Kumetria, le mariage et la mort. Depuis la nuit des temps,
Les vêtements étaient fabriqués par les paysans à partir du lin, du chanvre, du coton, de la bourre de soie, de la laine, des fils de poli et de cuir naturel. Toutes les pièces qui composent le costume traditionnel sont importantes. Cependant, la blouse est considérée comme essentielle dans la constitution du costume. Afin de préserver la blouse traditionnelle avec broderie sur l'épaule, Altizza, dans le circuit des valeurs mondiales, le 1er décembre 2022, celui-ci a été inscrit par l'UNESCO sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l'humanité. La blouse pour femmes couvre la plus grande partie du corps et présente la décoration la plus riche. Selon la coupe, on distingue la blouse droite, la blouse à col plissé ou la blouse avec broderie sur l'épaule. La blouse à encolure rectangulaire, platka, brodée tout autour. Le plus ancien type de blouse est celle à col plissé que l'on trouve souvent dans le nord, le centre et moins dans le sud. La blouse est décorée d'ornements et de motifs disposés sur la poitrine, les manches, autour du cou et sur les pans. La broderie, dosée soigneusement, cependant bien visible, apporte une touche hors du commun. La beauté de la blouse incarne le goût artistique de la femme en l'ayant brodée et met en valeur la maîtrise des techniques de broderie appliquées. Les motifs traditionnellement utilisés sont pour la plupart ceux géométriques. Les motifs végétaux sont fortement stylisés. Les couleurs de base sont le rouge, le noir, le blanc, auxquels s'ajoutent des touches de jaune, de bleu, de marron, de vert pour apporter de la fraîcheur et de l'harmonie. On utilise la soie, la laine, des fils métalliques, des palettes de perles. La deuxième pièce du costume féminin est la jupe paysan appelée Catrinza. Chaque femme était tenue à 100 tisser une. Elle était décorée des ornements dans le bas ou de motifs végétaux stylisés et géométriques sur toute la surface. Le tissu de la Catrinza était noir ou bleu. Les fleurs à tisser étaient de différentes couleurs. Une jupe blanche était portée en dessous. Les reverses de celui-ci étaient ornées de broderie. La Catrinza était attachée à l'aide de divers types de ceintures, grosses ou rétrécies, de cordes tissées de lin ou de fils de poils de la meilleure qualité aux décorations géométriques, végétales et florales. Dans les garde-robes des femmes, il y avait une grande variété de couvre-chefs, serviettes, foulards, voiles, fichus, carrés de coton ou bourre de soie, tissu blanc avec broderie et dentelle, pointe châle. Par de temps fois, par-dessus la chemise, on portait un gilet appelé bundiza ou keptar, réalisé en peau de mouton doublé à l'intérieur d'une couche de poils de mouton, les rebords étant ornés de lin bouclé du mouton de couleur noire, alors que les keptars de fête étaient brodés de perles colorées. Le costume des districts de Kamenka, des villages de Podoima, Podoimița, Valea Adâncă, se distingue dans leur structure des autres costumes des zones ethnographiques de Moldavie, se caractérise par une diversité de formes, de coupes et de couleurs. La blouse pour femme de Kamenka, plissée au niveau du cou, conserve des éléments traditionnels anciens. Dans le broderie de blouse, on retrouve les motifs de l'épi, de bleu et de l'arbre de la vie. À l'origine, la blouse était portée avec la jupe appelée Catrinza. Ensuite, sous l'influence ukrainienne, avec un safran, une sorte de robe sans manches, ornée de rubans de velours, avec une large ceinture en sein rouge et une ceinture étroite en lin sur le dessus. Les femmes de cette région portaient des bas, des longs, des chaussures ou des bottes à lacets. Caractéristiques pour les régions centrales sont la blouse à plis au motif géométrique et en S, la jupe Catrinza, le gilet keptar, en cuir ou en tissu de lin, la jupe longue. Le costume pour femmes de la zone du sud consiste en une blouse en couleur rectangulaire platka brodée sur la poitrine de motifs florés en 400 couleurs à manches larges et bordures en dentelle. Elle se distingue des autres régions par ses couleurs pastel, des ornements modestes aux motifs géométriques tissés et brodés. On observe un tablier richement brodé de motifs géométriques et végétaux et la jupe blanche tissée ornée de rayures en lin non teinte.
Les fichus sont des accessoires, des habits, des fêtes des jeunes filles. La socialisation des jeunes filles et leur sortie dans le monde pour confirmer leur statut d'âge se faisait à travers les fichus portés. La jeune fille qui entrait dans la hora gardait toujours un fichu sur elle. Elle le tenait à la main ou l'épinglait à sa taille pour que les autres puissent l'attraper par ce fichu lors de la danse. Les gars qui partaient à l'armée recevaient un fichu fait par la fille qu'ils aimaient. Dans d'autres régions du pays, la future mariée et ses amis préparaient également du mouchoir qu'elle donnait aux garçons et aux demoiselles d'honneur ou qui étaient attachés à la poitrine. Les jours de fête, tout le monde portait des chaussures en cuir, bottes, pantoufles, souliers. Les femmes portaient des bottes ou des souliers à hauts talons, des pantoufles avec des boutons sur les parties latérales et des bottes hautes avec lacets. Le costume traditionnel pour hommes comprend les attributs suivants: un chapeau en peau d'ânon en hiver et un chapeau de paille ou de feutre en été, une chemise, des pantalons en coton ou en lin ajustés le long de la jambe appelés itzar, des pantalons larges en tissu épais appelés bernevich, un gilet keptar, un manteau en peau d'ânon, une ceinture large en lin et en cuir et des bottes ou des sandales en cuir appelées opinch. Les chapeaux en peau d'ânon étaient portés de plusieurs manières. Le haut chapeau ou le haut chapeau ou le chapeau pointu, également appelé tsurkaniaska, était porté dans le nord et le centre. Le chapeau mukaniaska, qui était plus court, comme s'il était coupé, mieux connu sous le nom de retezata, était porté par les habitants des villages du sud. Les paysans, eux, ils portaient le plus souvent des chapeaux de paille. En été, par temps chaud, un tel chapeau protégeait à la tête, assurant la libre circulation de l'air. Contrairement au chapeau en peau d'ânon, le chapeau en feutre était moins populaire dans notre espace culturel. Il était fabriqué dans l'atelier et était porté à la fin du 19e siècle par les mazils, petits boyards ayant perdu leur fonction, et les rezèches, des descendants de paysans libres appelés à tenir des terres dominales contre un fermage qui était influencé par la culture citadine. Les hommes de village du sud portaient des chapeaux en feutre ornés de fleurs. La chemise pour hommes se décline en plusieurs types de coupes. Tunique en couleur rectangulaire platka, brodée tour autour avec un piècement à doublure intérieure. Le devant et le dos sont taillés dans une seule pièce de tissu, chaque manche dans une seule pièce d'étoffe. Les chemises étaient à petits cols droits ou retroussées, attachées à l'aide de 2 fils. La broderie est placée sur le col, la poitrine, les épaules, les manches et les pans de la chemise. Elle est exécutée de préférence en une seule couleur, bleu, vert, cerise, jaunâtre, marron, noir. La chemise de jeune marié était souvent brodée en blanc. La chemise était portée avec une ceinture de 18-20 cm de large et de 3-4 mètres de longue, faite de lin ou de fils de poil tissés à 2, 4 et plusieurs fils. Les gars portaient des ceintures décorées de motifs géométriques et floraux, les hommes plus âgés des ceintures rouges ou en laine de couleur naturelle. Ils portaient également des ceintures en cuir appelées kimirs, garnies de cuir coloré et de boutons en métal. Ces ceintures étaient portées par les hommes ayant un statut social et matériel élevé. Ces ceintures leur permettaient de conserver la bourse, le canif, la pipe, le silex. En été, ils portaient une chemise et un caleçon, une sorte de pantalon attaché à la taille par une ficelle appelée brecinar. Le caleçon et le itzar étaient cousus à partir d'un fin étoffe blanche tissée en 2 fils de chanvre, de lin ou de coton. Il était porté rentré dans les bottes ou laissé sur les pantoufles.
Les hitzars étaient considérés comme des pantalons de fête, mais aussi comme des vêtements pour le temps froid. Il était cousu selon le même modèle que les caleçons, à partir d'un tissu de laine de chèvre tissé à 4 fils. Ces pantalons larges en tissu épais, appelés bernevich, complétaient la tenue d'hiver des hommes. Il était cousu à partir d'un tissu de laine du mouton tissé à 2 fils, traité ensuite techniquement ou à la main pour le rendre plus épaisse. Il était de la couleur naturelle de la laine, le plus souvent brunâtre, mais on les portait aussi en couleur grise ou en noir. Le keptar avait une longueur pouvant aller de la taille jusqu'à hanche. Le keptar, typique de la tradition villageoise du Nord, est ajusté au corps, fendu sur le devant, richement orné sur les bords pour les mettre en évidence. La décoration en cuir était enrichie de broderies. Le keptar répandu dans le village du centre et du sud est légèrement plus large, conserve la couleur naturelle de la peau du mouton et comporte des motifs pastoraux en cuir brun ou noir. Le soumane est un manteau très courant dans toutes les localités. Il y en avait de 2 types, le soumane droit et celui évasé. Ces manteaux étaient de différentes couleurs. Maintenant, la couleur naturelle de la laine brunâtre, blanc, noir ou grisâtre. Le plus souvent, il était brunâtre et était porté aussi bien les jours ordinaires que les jours de fête. La traista, soit un sac en toile tissée, est un objet très utile que l'on retrouve dans la plupart des régions du pays en autant qu'accessoire des costumes traditionnels pour hommes et femmes. La plupart étaient fabriqués en tissu de laine rectangulaire ou carré, avec des motifs géométriques et floraux. Les pantoufles et les bottines étaient les chaussures préférées des Moldaves. Pour labourer, semer, faucher, moissonner, garder le mouton ou les vaches, les meilleures chaussures étaient des sandales très simples en cuir appelées opinj. Le costume bulgare, le costume pour femmes, représente une variété de sarafans, de robes et de jupes. L'élément de base du costume national pour femmes est le soukman, un sarafan porté avec ou sans manche. Le sarafan ou la jupe était porté avec un tablier décoré en bas d'un ruban de velours et de broderie. La deuxième version du costume pour femme comprend une saya, une chemise en manches longues. Elle peut être mi-longue ou longueur cheville. Les couleurs principales de ce costume étaient le noir, le blanc et le bleu. Les femmes étaient dessus des tabliers bordés, tout comme sur le soukman. Sur la tête, les femmes portaient un fichu blanc avec des broderies sur le bord, ainsi qu'un foulard en coton jaune ou noir orné d'une ou 2 fleurs. Autour du cou, elles portaient des colliers de perles. Le costume traditionnel bulgare pour hommes se distingue par ses couleurs sombres. Il se compose d'une chemise, de pantalons, d'une veste, d'un gilet, d'une ceinture, d'un chapeau et de bottes. La chemise était cousue à partir d'un tissu de coton tissé à la main, de couleur blanche avec des manches étroites. Le col étroit et vertical est boutonné sur le devant. Le col, les manches et de la poitrine sont ornés d'une broderie géométrique exécutée avec des fils de soie jaune. Les pantalons larges étaient cousus à partir d'un tissu de laine brune foncé. La veste à col vertical, manches étroites, poignets à reverse large et garnie d'ornements. La chemise est attachée par une large ceinture rouge avec de belles bordures. Les hommes portaient les bottes en cuir noir, pas trop hautes, avec des fers à cheval. Le costume des femmes gagaoues se compose d'une blouse, d'une jupe, d'un tablier et d'un fichu. La blouse est faite d'un tissu artisanal orné de dentelles et de boutons. Elle a un col droit, des manches étroites plissées à l'épaule avec des poignets à reverse. La jupe large, en laine tissée à la main, est plissée dans le dos. Le tablier est un accessoire du costume pour femme tissé à la main, souvent de couleur sombre, garni d'un ruban de velours et d'une fine dentelle. Les femmes portaient
un fichu de coton avec des franges de soie nouées dans le dos. Les chaussures en cuir noir fabriquées par des cordonniers avaient un talon pas trop haut. Les principaux éléments du costume gagaouze pour hommes sont la chemise, les pantalons, les chapeaux et le gilet. La chemise est en tissu fait à la main, bézi. La coupe est de type tunique à encolure rectangulaire platka et avec un piècement à doublure intérieure. Elle est boutonnée sur le devant ou sur le côté à un col droit et étroit. La manche droite se termine par une poignée à reverse. Les pantalons en laine sont tissés à la main. Le gilet est un accessoire du costume. Par temps froid, les hommes portaient un bonnet en peau d'âneau, alors qu'en été un chapeau. Les chaussures traditionnelles des hommes sont en peau de porc et s'appellent charik. Il s'agit d'une variété de pinch qui était portée sur un tissu appelé saji et qui était attaché par des lacets en cuir étroit. Dans la vitrine située devant le podium se trouvent des accessoires de costumes traditionnels. Les femmes ont toujours été coquettes. Elles ont de tout temps aimé embellir leur tenue avec des broderies et surtout des ornements. Perles vénitiens, chapelets de pierres semi-précieuses comme le grenon et le corail, colliers. Dans la vie quotidienne, les femmes portaient un plus petit nombre d'ornements. Lors des fêtes, leurs costumes étaient agrémentés de rangs de perles en pierre précieuses ou semi-précieuses. Elles portaient également des boucles d'oreilles, des bagues et des bracelets. On trouve également des échantillons de broderies traditionnelles, de boucles, de ceintures, de couvre-chefs.